Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'énergie par vent et par eau, car chacun tire l'eau à son moulin. En 1947, dans Misère de la philosophie, Karl Marx écrit « Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain. Le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel. À bras, oui, mais aussi à l'eau, au vent. C'est la puissance des forces de la nature. C'est également l'importance historique des moulins dans notre histoire, dans notre mémoire et dans notre patrimoine. » Oh, Pascal! Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort comme il est aujourd'hui. Nous faisions un grand commerce de meuneries. Et à 10 lieues à la ronde, les gens nous apportaient leur blé à moudre. Et les pauvres moulins faisaient la richesse et la joie de notre pays. Sacré meunier, va! Ah, sacré meunier, les lettres de mon moulin, évidemment, Alphonse Daudet en 1869. Bonjour Mathieu Arnoux. Bonjour. Vous êtes spécialiste des moulins à eau. Bonjour Philippe Bruyère. Bonjour. Vous êtes spécialiste des moulins à vent. Lequel des deux le remporte sur l'ancienneté du moulin? C'est lui. Ah, le moulin à eau. C'est le moulin à eau. Donc c'est vous, Mathieu Arnoux, qui remportez. Oui, le moulin à eau, c'est une histoire millénaire. C'est une histoire qui remonte à l'Antiquité. C'est romain, grec, comme on veut. Et puis c'est médiéval. C'est pas une histoire qui est complètement continue. Oui, parce que cette histoire médiévale est intéressante. Vous penchez particulièrement sur cette période-là. C'est important de le souligner que c'est une histoire longue, car cela signifie qu'au Moyen-Âge, quand les gens se mettent à construire des moulins, ils connaissent déjà. Ils s'inscrivent dans quelque chose. C'est pas une innovation technique, c'est une amélioration. Oui, c'est un dispositif qu'on suit sur le territoire français. On le suit depuis la loi Salic. Donc on est en 480 où il y a un chapitre qui dit qu'on a le droit de saisir le fer du moulin comme gage d'une dette, du paiement d'une dette. Donc le fer du moulin, c'est l'objet qui se trouve exactement au centre du moteur. Donc ça veut dire que l'objet est parfaitement identifié dès la fin de l'Empire romain. Ça nécessite une grande technicité pour faire marcher un moulin. C'est très complexe. On ne fait pas un moulin comme ça tout seul dans son coin. Alors c'est quelque chose, ça a l'air d'aller de soi. Au XIIIe siècle, non, au XIVe siècle, un grand philosophe qui est Nicole Orem utilisera le moulin comme exemple type de ce que c'est qu'une causalité. Je fais venir l'eau, la roue tourne et la meule se met en marche. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que le dispositif de collecte de l'énergie est en bois. La meule est en pierre. Si vous essayez de mettre un morceau de bois à l'intérieur d'un trou dans de la pierre, vous obtenez ce qu'on appelle un taille-crayon. Et donc vous avez besoin d'un objet en fer qui est un objet très complexe, qui va relier le bois à la pierre et qui va en particulier être capable, si je puis dire, de négocier entre la souplesse du bois qui prend des à-coups de la rivière, de l'énergie, et la rigidité de la meule, parce que la meule peut pas être souple. Donc vu comme ça, c'est un dispositif qui est pas si facile que ça à construire. Oui, et puis l'eau, c'est pas si simple non plus à maîtriser. C'est pas juste se mettre à côté de la rivière et puis vas-y que ça tourne. Hein. Non, l'eau est pleine d'énergie. Et donc, à partir du moment où on en a, on peut en avoir trop. Donc nos archives sont remplies de moulins qui ont été emportés par une crue. Et dans ce cas-là, il y a un problème dans les environs pour savoir où on va aller moudre son grain. Donc c'est un objet qui a sa complexité, qui rentre dans une sphère qui fait rentrer dans une sphère technique nouvelle. On peut pas avoir simplement la petite meule à main dont parlent de temps en temps les historiens. C'est pas du tout le même système. C'est pas le même système, et puis c'est une économie beaucoup plus large, parce que vous nous le dites bien, il y a la pierre, tailleur de pierre, il y a le bois, il faut savoir trouver ce bois et le bon bois, il y a le fer, et alors là, d'un seul coup, nous touchons à la sidérurgie, et puis il y a l'aménagement du territoire autour du moulin.
Alors et du point de vue social et économique, c'est un objet très complexe. Effectivement, il faut des poutres très costauds pour faire un arbre de moulin et pour faire l'ensemble des dispositifs. Et on sait que il y a des éléments techniques vers l'an 1000. On voit les roues qui d'un seul coup augmentent, ce qui veut dire que la capture d'énergie augmente, ce qui veut dire que le mécanisme est capable d'encaisser plus d'énergie. Et puis donc il y a les meules. Une meule, c'est pas du tout facile à faire il va y avoir des progrès constants. Et puis il y a ce problème qu'on peut poser très simplement. Il faut que il y ait une meule dormante et une meule tournante. Il faut que la meule tournante soit à 1-2 millimètres au-dessus de la meule dormante. Si elle la touche, le pain va contenir du sable, pas agréable. Et si elle est trop éloignée, il y aura pas de farine. Donc c'est un problème de réglage, et les problèmes de réglage sont les plus intéressants. Un moulin est rempli de mécanismes régulateurs. On les voit, il y a des freins, il y a des cardans, etc. Et puis d'organismes qui veillent à ce que le moulin ne prenne pas feu. Oui, parce que c'est extrêmement complexe un moulin. C'est ça qui est passionnant dans cette histoire-là, parce que la logique du fonctionnement d'un moulin, nous l'avons tous. L'eau fait tourner une roue qui fait tourner après jusqu'au bout la meule qui écrase le grain, et c'est formidable, on a de la farine. Dans cette histoire, c'est beaucoup plus complexe, parce que la construction, nous l'avons dit, ça demande de mobiliser toute une communauté et des savoirs énormes. Le moulin lui-même, en revanche, peut être tenu par une personne, ou il faut beaucoup de gens pour faire fonctionner ce moulin? Il faut une communauté, mais il faut une communauté parce que le moulin a besoin de clients. S'il n'y a pas de clients, pas de moulin. Et deuxième chose, ce qui est important, c'est de se souvenir qu'une rivière n'est pas obligatoirement porteuse d'énergie. L'eau qui tombe, elle a tendance à s'enfoncer dans le sol. La gravité prend le dessus. Le moulin, il a besoin de l'inertie de l'eau. Donc il faut absolument, si je puis dire, stresser la rivière pour faire que l'eau passe et qu'elle ne stagne pas. Et du coup, c'est ce travail absolument gigantesque qui construit les rivières que nous avons dans le nord de l'Europe comme étant des rivières qui coulent, alors qu'une partie d'entre elles étaient des rivières qui stagnaient. Ouais, c'est ça, faut activer la rivière. Faut activer la rivière. Le moulin, d'une certaine manière, la première étape, c'est les Carolingiens, donc c'est 8e, 9e siècle, je dirais plutôt 9e siècle, 11e siècle. En même temps qu'on fabrique la première génération des moulins, on fabrique les rivières. C'est très beau comme expression d'ailleurs, de fabriquer les rivières. Une incidence de cette histoire, la recherche d'énergie à travers l'eau par les moulins qui transforment complètement notre territoire. Ils sont nombreux et parfois bien cachés, les moulins à eau de la région. Presque aussi nombreux que les villages qu'autrefois, avant l'industrialisation, ils faisaient vivre. Ainsi, le secteur de Vitry-le-François en recèle-t-il une cinquantaine. Bien que l'utilisation des rivières en tant qu'énergie remonte au temps des Romains, les moulins de Saint-Amand-sur-Fion, par exemple, datent vraisemblablement du XIIe siècle. Toute l'économie du village reposait alors sur son ou ses moulins. Voilà, nous étions en 1978 autour de Saint-Amand, les moulins de la Champagne, dans les informations de Reims. Dites-nous, Mathieu Arnoux, peut-on dire que l'Europe se couvre de moulins comme l'Europe s'est couverte de cathédrales ? Oui et non, parce qu'il y a quand même des vraies différences régionales. Il y a quand même une partie de l'Europe qui est sèche. Par exemple, la Champagne, il n'y a pas des masses de moulins à eau, puisqu'il n'y a pas des masses de rivières. Donc, il y a une rareté et une distribution très inégale des moulins. La Normandie-Bretagne sont remplies de rivières qui sont merveilleuses pour les moulins. Et puis, si on va, il suffit pas qu'il y ait des rivières, encore faut-il qu'il y ait des chutes. Donc, dès que c'est plat,
il y a plus de courant. Donc l'Anjou, une partie de la côte atlantique, n'ont pas assez d'énergie dans les rivières, sans parler de la Flandre et bien évidemment de la Hollande. Donc quand on n'a pas assez d'énergie dans les rivières, il faut soit essayer de construire des retenues. On peut le faire avec ça existe, des moulins à marée. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir tous les jours de la meunerie, en profitant de la marée haute pour emmagasiner de l'eau et en relâchant l'eau à marée basse. Et sinon, il faut recourir à une autre source d'énergie. Le vent, par exemple. Bonjour Philippe Bruyère encore. Bonjour. Alors, les moulins à vent. Dans cette chronologie, à quel moment voit-on les moulins à vent apparaître ? Aujourd'hui, le consensus s'établit à 1180, soyons précis. Bon, il y a eu des décennies, même des siècles de recherche sur l'origine du moulin à vent, et en fait, il arrive de nulle part. Je pense que c'est la meilleure solution, parce que il arrive de Perse, il arrive de Chine, il arrive d'Espagne, il arrive du nord, du sud, de l'ouest. Bon, en fait, il arrive. Et donc la première mention, c'est le Cotentin, mais c'est aussi l'Angleterre et la Flandre dans ces années-là. Donc on est à la fin du XIIe. Fin du XIIe siècle, ces moulins à vent, c'est intéressant. Le Cotentin, c'est la Normandie où pourtant il y a des bonnes rivières avec de l'eau. Donc ça veut dire que c'est pas tout de suite une nécessité de trouver une autre source d'énergie. Qu'apporte le moulin à vent par rapport au moulin à eau ? Bon, le moulin à vent, on ne sait pas trop ce dont on parle au XIIe siècle. On n'a pas de représentation. Les seules représentations, et en plus, c'est des enluminures, donc c'est plutôt fin du XIIIe. Donc il faut attendre une centaine d'années pour le représenter. Mais bon, les historiens s'accordent sur le fait que dès le départ, il devait être suffisamment important pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, on estime dans les 10-15 mètres de diamètre, ce qui fait des très grosses machines pour l'époque, avec des puissances relativement importantes, même par rapport aux moulins à eau, en tout cas moulins à eau sur rivière. Puisque dans les moulins à eau, il y a des moulins qui sont au fil du courant, qui récupèrent de l'énergie cinétique, qui sont relativement peu puissants. Enfin, le carolingien dont on parlait, c'est 150 watts, c'est peu, c'est énorme pour l'époque, par rapport à un individu. Un individu, c'est une cinquantaine de watts. Là, le moulin à vent ramène plus de puissance, mais donc beaucoup plus intermittente, comme on dit, beaucoup plus variable au cours de l'année, même si l'eau elle gèle, même si l'eau, il y a des crues. Bon, le moulin à vent... Et en fait, souvent... Bon, il y a eu une thèse qui avait été faite en 1980 en Bretagne, le Pays de la Loire, là, par monsieur Philippe, et qui montrait qu'en fait, il y a des meuniers à eau qui construisent des moulins à vent. Bon, le meunier à eau, il est coincé par la rivière, c'est-à-dire c'est un équipement qui est immobile, c'est immobilier, c'est-à-dire que c'est construit et ça peut pas c'est difficilement déplaçable. Le moulin à vent, lui, il se met un peu, pas n'importe où, mais il est plus facilement déplaçable. Certes, il faut du vent, mais il est mobilier, meuble. Voilà. Et donc il se développe dans les pays avant. C'est ça. Et on pense tout de suite à la Hollande, évidemment. On pense à la Hollande, on pense à tous les pays du Nord. Il se diffuse assez rapidement en fait vers le Nord, mais aussi vers le Sud. Donc en Espagne, au Portugal, en Italie, enfin dans tous les pays. Il faut aussi qu'il y ait un milieu technique, une aire technique, culture technique suffisante pour pouvoir les construire. Philippe Bruyère, vous êtes ingénieur des arts et métiers et dans cette thèse que vous avez réalisée, c'était à l'école des hautes études en sciences sociales, dynamique d'innovation technique et d'intégration socio-économique, le cas éolien. Ça c'est intéressant, le cas éolien, il y a cette lecture de la recherche de l'énergie. Moi je suis fasciné que l'on mesure l'énergie même d'un individu. Combien d'individus vous avez dit ? Là encore, un individu... Il y en a certains qui parlent de 100 watts. C'est vrai, un coureur cycliste, il peut développer 200, 300 watts. Un individu normal, en bonne condition physique, tout ça, 10 heures par jour, on est plutôt 40-50 watts. 40-50 watts, c'est intéressant. C'est peu de choses. C'est beaucoup d'efforts quand même. C'est énorme. C'est énorme par rapport à ces moulins. Non, mais parce que cette histoire qui nous intéresse, c'est celle de la recherche de l'énergie, d'aller toujours plus loin. Ces moulins à eau, ces moulins à vent produisent énormément de l'énergie, bien plus que ces humains avec leurs petits watts pourraient faire tout seuls.
Mathieu Arnoult. Oui, plus d'énergie qu'un humain, mais dans les statistiques, et là je crois qu'il n'y a pas tellement de bagarre à ce sujet-là, une grange remplie de foin et une paire de bœufs, c'est beaucoup plus puissant qu'un moulin. Donc c'est par contre, ce que produisent les moulins, ce n'est pas simplement une quantité d'énergie, c'est une qualité d'énergie. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que nos collègues Astrid Kander et ses co-auteurs dans une histoire de l'énergie en Europe qui s'appelle Power to the People disent 2% pour les moulins à eau et à vent. Donc rien. Sauf que s'il n'y a pas ces 2%, il n'y a rien. On peut simplement pas construire la société telle qu'elle existe. Ah, c'est ça qui est passionnant avec ces moulins. Oui, enfin, c'est difficile de faire des calculs globaux comme ça, parce qu'en fait, bon, on dit 2%, in fine, c'est vrai. Le moulin à eau et le moulin à vent sont des énergies, entre guillemets, marginales, certes, ou latérales, enfin, elles sont à côté de la grande masse qui sont les hommes et les femmes et les enfants, hein, et les animaux. C'est vrai. D'un autre côté, c'est difficile de comparer les énergies dans le sens où là, on est dans une énergie pour produire quelque chose. C'est-à-dire c'est une énergie mécanique directe qui permet de produire quelque chose. Donc on parle de moulin à farine essentiellement dès le départ, et ça c'est vrai, c'est la subsistance. Donc on fait de la farine qui est quand même le blé, qui reste quand même le pain et la nourriture de base de l'époque. Et après on verra apparaître des moulins industriels qu'on va appeler industriels, mais qui vont faire d'autres choses que du pain. Et notamment, donc ça arrive aussi dans les moulins hydrauliques, mais dans les moulins à vent, on a des moulins à foulon, donc pour le textile. On a des moulins pour broyer la graine, pour faire de l'huile qui va être utilisée pour faire du savon ou de l'éclairage. Tout ça, ça va se développer, donc 14e, 15e, 16e, et aussi donc une gamme de transformation de produits agricoles, mécaniques, et une gamme de tout ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire le drainage de l'eau, enfin le relevage d'eau. Alors il peut s'agir donc de les polders hollandais bien connus, qui ont permis quand même de gagner beaucoup d'espace agricole dès le 16e au siècle d'or, donc fin du 17e aux Pays-Bas, enfin dans les Provinces-Unies, mais aussi de l'alimentation en eau de saline, par exemple, avec des petits moulins à vent, et après, donc au 19e, des moulins de pompage pour aller irriguer, notamment dans l'Ouest américain, mais aussi dans toute l'Europe. Oui, parce que le moulin, c'est vrai qu'on pense souvent à la farine, hein, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, vous avez raison de le souligner, d'autres produits sont écrasés dans le moulin, et puis il y a ce rôle de pompage. Les pompes, c'est essentiel. Donc cette histoire de l'énergie produite par les moulins, disons-le tout de suite, d'accord, c'est pas l'essentiel de l'énergie pendant des siècles, mais elle est très importante parce qu'elle a fait basculer l'économie. C'est pas une Moyen-Âge, c'est très important parce que on sent qu'il y a une relation au pouvoir qui est très forte. Alors c'est très compliqué et ça conditionne justement la possibilité de construire le système. Le moulin est seigneurial par définition, et il est seigneurial parce que il organise à sa manière un énorme marché qui est précisément celui de la consommation de grains. Il faut faire attention, toutes les farines ne donnent pas du pain, il y a des farines qui donnent aussi des crêpes, qui donnent des galettes, qui donnent des soupes, etc. Donc c'est l'ensemble de la nourriture qui est conditionné par ça. Et du coup, quand le moulin à vent arrive, comme il préempte une partie d'un marché qui est un marché seigneurial, il va y avoir un problème. Alors il y a un célèbre procès où un seigneur demande à pouvoir lever une taxe au titre du fait que le vent passe sur son fief avant d'arriver sur le moulin. Et le procès va être réglé assez rapidement parce que malgré tout il y a un problème, c'est que le vent, ça se dit en latin spiritus, et qu'il y a une phrase de l'évangile qui dit l'esprit souffle où il veut, et que lever une taxe sur l'esprit paraît absolument impensable. Mais ça dit qu'il y a une réflexion qui est une réflexion assez sophistiquée avec des demandes pour essayer de à la fois de construire des rentes et puis de réfléchir à l'utilité.
Donc il y a il est absolument interdit à un seigneur, du fait qu'il aurait un moulin, de s'amuser à noyer les moulins qui seraient en amont du sien. Et la rivière impose une discipline collective. Et la discipline collective, elle a un principe qui est l'utilité de l'ensemble des habitants. Et quand on regarde, on s'aperçoit que effectivement, alors ça a donné lieu à une énorme historiographie au XVIIIe siècle. Les moulins, il n'y a plus aucune concurrence, il n'y a plus aucun risque, les sites sont construits, les moulins les mieux protégés restent, etc. C'est simplement une manière d'extorquer une rente aux paysans. C'est pas du tout le cas au XIe, XIIe siècle où nos sources sont absolument remplies de moulins qui ont disparu, qui ont brûlé, qui se sont cassés la figure, etc. Donc il y a un risque à construire un moulin. Et du coup, il y a un consensus pour dire il doit être payé, ça s'appelle un émolument. Mais la chose qui est frappante quand on regarde, c'est que l'émolument est très faible. C'est des chiffres bizarres parce que c'est un 13e, un 17e, un 19e. Il y a une bizarre attraction pour les fractions de nombres premiers qui dit que le meunier se sert uniquement de ça. Ce qui explique pourquoi le meunier est un voleur. Le meunier est un voleur parce que la seule manière qu'il a d'augmenter son prélèvement, c'est d'essayer de faucher du blé à ses clients. Il peut pas varier le prélèvement qui est coutumier, qui est réglé en dehors de lui, qui est établi par l'usage. Ah, le meunier est un voleur parce que le meunier, oui, je prends une partie du grain que les paysans lui apportent et ça lui permet de compléter son revenu qui est pas fort. Pour les moulins avant, on a quoi comme type de propriété? Là, j'imagine que toutes les situations sont possibles, mais on l'a bien entendu, au Moyen-Âge, le seigneur est essentiel dans cette histoire-là parce qu'il a le moulin, il prélève une taxe. Pour les moulins avant, c'est un peu différent? Oui, il y a le Moyen-Âge et puis après, donc, par exemple, si je prends la Flandre, les premiers moulins, les mentions qu'on a, c'est en fait un monastère qui demande à ce qu'on interdise les moulins avant. Donc on est en 1183, sous-entendu ils existaient déjà, on imagine. Bon après, donc je parlais des moulins, là il s'agit, moi ce que j'appellerais de moulins agricoles qui sont à la campagne. Vous savez là, les bandes que vous avez passées sont des moulins qui sont à la campagne. Maintenant autour des villes, moi j'ai étudié l'exemple de Lille, qui est en Flandre, qui est en France, qui est pas en France, qui est en France assez récemment, faut le dire, qui en ce temps-là est à moitié en France. En fait, il y a des moulins qui sont propriétés d'individus ou d'investisseurs. En fait, vous avez des commerçants, vous avez des nobles, vous avez des gens qui ont de l'argent, en fait, investissent dans des moulins, le mettent à bail et le donnent à quelqu'un qui va l'exploiter comme un moulin, ce qu'on appelle industriel, donc pour faire de l'huile. Donc on a du colza, on fait de l'huile et on le vend pour l'éclairage, notamment sur Paris. Là, on est au 18e, on est bien plus tardif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau... Il y a des historiens qui ont parlé de, quand le moulin arrive, d'un air de liberté, puisque justement on rentre dans un vide juridique. Comme là, le droit d'eau, il est cadré depuis longtemps. Le droit du vent, c'est pas net. Là, on voit qu'il y a des... Bon, d'autant plus que le vent a un statut, ontologique un petit peu trouble. C'est-à-dire que le vent, on ne sait pas ce que c'est. Ça fait longtemps que, depuis Aristote, on cherche la cause du vent. Donc, la mythologie d'Ulysse avec Éole, ainsi de suite. Et donc, c'est quelque chose d'assez trouble. Donc, on est dans un domaine où, en fait, on a une source d'énergie, entre guillemets, qui est le vent. Vous voyez, même au milieu du 19e, je trouvais un article d'un scientifique, d'un chercheur, vous voyez, scientifique, comme on l'appelle aujourd'hui, qui étudie la propagation du vent la propagation du son dans un air agité par le vent. Donc un air agité, on se dit c'est du vent, non, c'est un air agité par le vent. Donc on sent qu'il y a le vent qui agite l'air, en fait, ce qui est quand même assez troublant. Bon, donc toujours est-il que du point de vue de la propriété, on peut avoir des individus qui sont entrepreneurs au 18e, on est même au 17e, et qui, avec ce moulin, et puis en même temps, dans le milieu agricole, le même moulin qui fait de l'huile aussi utilise la même est soumis au même régime que le moulin à farine, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est prélevé pour voilà. Après, les moulins de drainage aux Pays-Bas, c'est encore une autre organisation. C'est une organisation collective
une sorte de société entre guillemets de monsieur, enfin on les appelle les monsieur, enfin des investisseurs qui viennent de la ville et qui investissent dans des moulins de drainage. Et ils se rentabilisent sur la terre qui est drainée. Ouais, une grande variété. Donc il y a une grande variété suivant dans les provinces-unies, ils sont très en avance du point de vue capitalistique. Donc suivant les régimes, donc vous êtes en régime agricole, en régime entre guillemets urbain ou en régime pré-capitaliste, comme on pourrait dire, le moulin va s'adapter qu'il soit à eau ou à vent. Mais dans les moulins du Moyen-Âge, ces moulins à eau, ceux du XIIe siècle par exemple, où le seigneur possède le moulin au sens où il en tire un profit parce qu'il y a cet impôt sur tout ce qui est produit. Mathieu Arnoux, est-ce qu'ici on a un investissement d'un seigneur? C'est lui qui peut payer tout ça? Parce que c'est très complexe en fait. Alors le plus souvent, ce qu'on a au début, on a un site très favorable, facile, par exemple une étroiture avec un seau qui permet de récupérer une hauteur de chute, etc. Ça, c'est probablement les premiers moulins, les moulins carolingiens, sont dans des sites faciles à exploiter. Et ce qui se passe ensuite est compliqué parce que ça coûte cher. Un seigneur peut être possessionné et ne pas avoir l'argent, et c'est à ça que vont servir en particulier les ordres religieux, les bénédictins au Xe siècle. Là, dans les Pays de Loire, on voit des très grandes abbayes qui, sur un site qui ne leur appartient pas, installent un moulin avec l'accord du seigneur et se partagent avec des formes de propriétés qui sont des propriétés compliquées. Et puis éventuellement intervient un troisième personnage ou un groupe de troisième personnages qui sont les gens qui sont capables de faire ça. Donc, est-ce que c'est le meunier? C'est probablement le meunier, mais éventuellement avec un groupe de villageois qui disent on va faire le moulin là, et on a alors c'est pas capitaliste, mais d'un point de vue contractuel, c'est d'une complexité assez impressionnante, et qui disent voilà, on va faire un moulin là, et puis ensuite on va avoir des espèces d'échéances fractionnées, disant pour les 10 premières années, on paye pas telle redevance, on verra dans 10 ans si le moulin est bon, et ce sont des choses qui en fait s'inspirent de la technologie juridique des défrichements. C'est-à-dire, il y a un investissement, il ne faut pas tuer l'investissement en prélevant une rente dessus immédiatement. Quand l'investissement sera rentable, à ce moment-là, on s'arrêtera. Oui, complexe investissement, organisation, mais on ne le dira jamais assez combien au Moyen-Âge tout était réfléchi, écrit. Enfin, on parle de nos organisations à nous avec nos ordinateurs, mais les sources sont énormes autour d'un moulin. Il peut y avoir énormément d'écrits par la construction même et puis après par le fonctionnement. Et par tous les débats qui existent autour, par la nécessité de s'en partager les rentes, etc. Un des moulins les mieux connus dans ce pays, ou plutôt un site, c'était le Bazacle à Toulouse, où là on a une société par action. Alors c'est un piège à anachronisme de tous les côtés, mais c'est clairement une société par action qui remonte au XIIe siècle et qui va survivre jusqu'au XXe siècle. Alors on peut s'amuser à dire c'est du proto-capitalisme, etc. Je pense qu'il faut un petit peu raison garder et à se dire par contre ces gens font des choses compliquées et savent très bien ce qu'ils font. C'est ça ensuite, les définitions qu'on donne à ça, on peut s'entendre ou pas. Parce que c'est compliqué aussi de manier un moulin. J'étais habituée à voir le moulin tourner, je n'y prêtais aucune attention et je ne savais absolument pas les exigences que cela comportait. Je pensais que ça tournait tout seul, que tout était facile. Et ça n'est pas facile? Non, j'ai compris depuis que c'est même très exigeant, très dangereux. Il peut y avoir un coup de vent subit, où le vent peut changer de direction, et il faut être prêt à agir tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut bien sûr réduire la voilure en largeur si le vent devient trop fort, ou alors complètement l'orienter en sens contraire ou différent si le vent change de direction. C'est comme un bateau.
c'est certainement très dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on ne va pas se risquer à manier un moulin. C'est dans l'émission Aujourd'hui Madame en 1980. Donc, explication du fonctionnement difficile d'un moulin. Philippe Bruyère, d'ailleurs, pour fabriquer un moulin à vent, parce que là il est question de moulin à vent, c'est compliqué. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai appris, mais c'est vrai que dans mon idée, la voilure était emportée par le vent. Non, mais en fait, il faut qu'elle soit face au vent. Les ailes du moulin, il faut qu'elles soient face au vent et pas de côté. Moi, je pensais que c'était comme quand on soufflait, vous voyez, sur les trucs qui tournent comme ça. Quand vous soufflez sur un moulinet, vous devez bien avoir le moulinet en face de vous. L'originalité fondamentale du moulin, c'est que le principe qu'il utilise est radicalement différent du moulin à vent, radicalement différent du moulin à eau. Le moulin à eau, l'eau arrive et pousse sur des aubes, en tout cas pour les moulins, avec les roues, là. Oui, pour les moulins sur rivière, disons. Tandis que là, le moulin vient frapper perpendiculairement les ailes et fait tourner ce moulin. Et en fait, pour s'apercevoir, pour comprendre peut-être ce qui se passe, c'est si vous mettez à califourchon au bout de l'aile du moulin, c'est une expérience de pensée, ne le faites pas. En fait, vous voyez le vent, vous aurez face à vous le vent que se crée le moulin en tournant, et puis vient aussi le vent extérieur. Et c'est cette composition des deux vents, la somme de ces deux vents, donc un vent qui est dans le sens du mouvement quand vous êtes au bout de l'aile, et d'un vent qui est perpendiculaire, qui va faire tourner le moulin. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le vent apparent, qui est bien connu en navigation, où en fait les navires arrivent à remonter le vent, aujourd'hui en tout cas. Et donc là, on a un principe qui est aérodynamique, qui est connu, qu'on appelle la portance, qui fait voler les avions, quand même, mais qui est radicalement innovant. Et même dans l'hydraulique, il faudra attendre le milieu du 19e pour qu'on utilise ce principe-là dans l'hydraulique. L'hydraulique, elle va toujours utiliser la poussée sur une planche ou la gravité pour faire tourner les moulins. Là, le moulin à vent, et c'est pour ça qu'on ne sait pas d'où il vient. En fait, c'est que c'est radicalement. Donc ces ailes doivent être placées toujours face au vent, et dès le départ, il semble bien que ce soit le cas, c'est-à-dire que le moulin est orientable, ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est compliqué ça aussi à construire, parce qu'il y a-t-il des spécialistes des moulins qui se baladent comme ça en Europe et qu'on fait venir au moment de construire un moulin à vent? Oui, alors qui se baladent ou qui sont relativement sédentaires. Ils ont un rayon d'action peut-être d'une centaine de kilomètres. Il y a des fabricants de moulins, on appelle ça des amoulageurs dans l'Anjou, mais en fait des fabricateurs de moulins à Lille. Et donc, ce sont des machines qui pèsent, disons, 30 à 40 tonnes. Et pour le moulin à pivot, vous avez une poutre verticale et l'ensemble du moulin est posé en équilibre sur cette poutre. Et donc, on comprend bien que là, il faut quand même une ingénierie en termes de structure qui est vraiment très importante. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, cette structure de moulin, c'est-à-dire un mât, un pivot fixé dans le sol, sur lequel vient s'orienter une tête, et sur cette tête sont montées des ailes, on la retrouve toujours aujourd'hui. Ouais. Et ça, ce qui est quand même assez étonnant, c'est-à-dire depuis 1180 jusqu'à maintenant, alors bon, on appelle ça des moulins à vent, on appelle ça aujourd'hui des éoliennes. Je sais bien que si je parle d'éoliennes au XIIe siècle, les médiévistes vont peut-être râler. Mais en fait, ce sont des éoliennes. Si aujourd'hui ce sont des éoliennes, ce sont aussi des éoliennes. C'est ce principe-là, parce que je vous pose la même question à vous, Mathieu Arnoux. Pour les moulins à eau, y a-t-il des spécialistes qu'on fait venir, comme pour la construction d'une église, par exemple, où les gens se déplacent avec des artisans qui sont spécialisés? Alors, on peut l'observer quand on a dans les villes où le système de meunerie est absolument essentiel. Une ville ne peut pas se permettre d'à-coups dans la production de farine. Donc, en particulier sur Paris, on a beaucoup de sources. Là, on voit qu'il y a des carrières de meuniers. Il y a des meuniers qui commencent par des petits moulins et qui ensuite ont des gros moulins. Il y a visiblement des espèces de
d'associations de meuniers qui tiennent 3-4 moulins, qui tiennent un moulin à eau et un ou deux moulins à vent, parce que la technique, quand on est à l'intérieur même du moulin, la technique est la même. Et là, il y a eu une thèse remarquable de Pierre Marchandin à l'école des Chartes, qui a montré l'extraordinaire complexité de la machinerie hydraulique des moulins parisiens, parce que là, il faut aller chercher de l'énergie sur un fleuve qui quand même oscille de 4 ou 5 mètres en année normale. Donc, comment est-ce qu'on règle la machine qui est placée à l'intérieur des ponts entre l'île de la Cité et le Châtelet? C'est des objets qui sont des objets techniquement merveilleux et qui doivent encaisser des chocs énergétiques extrêmement violents. Donc, au bout d'un certain temps, les moulins de Paris, on va les transférer sur la Marne, sur le moulin de Charenton, parce que quand la Marne déborde, tout le monde s'en fiche. Si un moulin, si le pont s'effondre et risque de boucher la Seine, et que la Seine déborde sur la rive droite, personne ne s'en fiche. Donc petit à petit, on va avoir cette chose-là, avec le problème que quand on met les moulins hors de Paris, en cas de siège, on a une difficulté. Ah, et plus de farine. Donc, il faut les moulins à vent. Les moulins à vent sont aussi un dispositif stratégique, au point que, quand en 1870, à siège de Paris se retrouve sans moulins, avec des provisions de grains tout à fait importantes. C'est le préfet Chesson qui va convoquer les élèves de l'école polytechnique pour leur demander de fabriquer un moulin à chevaux pour pouvoir avoir de la farine, parce qu'il n'y a plus les moulins de Montmartre et des collines ont cessé d'être suffisamment performants. Donc il y a en permanence un jeu où il y a de la technique et puis il y a du besoin. Et le besoin de pain est pas quelque chose avec quoi on puisse rigoler. Ah non, c'est sûr que c'est l'histoire de notre civilisation, au moins cette farine dont le pain, mais pas seulement, parce que vous l'avez bien dit, il y a les bouillies aussi qui sont vraiment essentielles dans l'alimentation. Dès lors, il faut des meules, il faut des moulins, parce que c'est quand même plus pratique et ça va plus vite et c'est plus efficace. Mais attention, parce que le moulin est un objet dangereux. Meunier Tudor, par Vincent Malone. Philippe Bruyère, Meunier Tudor, on la connaît tous cette comptine, hein, Meunier Tudor, ton moulin va trop vite, etc. Mais ça reflète une réalité, la dangerosité du moulin, parce que si le meunier dort et que le moulin va trop vite, c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux, donc parce que donc le moulin va s'emballer, il y a rien pour le freiner, et donc il va accélérer. Ça va s'échauffer sur les paliers et il va brûler. Donc ou il va se détruire avant quelquefois, hein, il va exploser avant. Donc là, il faut être vigilant sur le grain qui arrive en fait. Hein, il faut anticiper en fait la météo. C'est pour ça que tout à l'heure il parlait de navigation, Oui, dans l'archive, elle comparait les moulins. Il y a un météorologue qui avait écrit un article là-dessus. Il parlait de navigation sédentaire. C'est ça en fait. Hein. Vous êtes au sol et vous êtes en pleine mer en fait, mais c'est la mer du vent qui vous passe sur la tête. Et donc, faut faire très attention aux sautes de vent, donc en vitesse et aussi en direction. Parce que donc, si on attaque de côté, le moulin va tomber. Si on attaque de l'arrière, c'est encore pire, il va tourner à l'envers. Donc même à l'arrêt, il faut toujours bien le positionner. On l'a vu quand les moulins sont arrêtés au 20e, si vous le laissiez tout seul, il allait mourir le moulin. Parce que même à vide, même à l'arrêt, il faudra toujours le positionner face au vent. S'il va prendre le vent de côté, il va pas tenir. Bon, d'autant plus qu'il est maintenu par la béquille arrière. Et bon, c'est dangereux aussi parce qu'il y a des hommes dans des machines, et des hommes et des machines, souvent il y a des problèmes. Donc il y a des meuniers qui se font prendre le bras dans les engrenages, qui font un peu tout et n'importe quoi. Hein. Faut quand même, il y a des gens qui, il faut comment dire, restreindre la voile. Donc là aussi, ce sont des manœuvres parfois périlleuses parce qu'il faut pouvoir monter il y a des moments où il faut pouvoir monter sur les ailes. C'est un métier dangereux et donc qui nécessite une formation assez longue. Donc on prend des jeunes de 8-10 ans et on les forme pendant 6-8 ans avant de leur confier un moulin, parce que en tout cas un moulin à vent, c'est quelque chose de périlleux. C'est des dynasties de meuniers, comment ça se passe? Pas obligatoirement, non. Mais
Parfois oui, parce que donc quand vous avez un moulin et que ça fonctionne, vous transmettez. Ouais. Bon, ceci dit, quand il y a transmission, il y a partage, et quand il y a partage, ça devient toujours des histoires. Donc il y a des gens qui ont un 8e de moulin, un 16e de moulin, un 32e de moulin. Et donc, mais en général, c'est un. Vous voyez, par exemple, dans les moulins à huile, bon, le meunier, donc. Il s'appelle tordeur d'huile, on appelle ça tordre de l'huile, faire de l'huile, pour écraser de la graine et la presser pour faire de l'huile. Il a un apprenti, bon, parfois cet apprenti peut reprendre le moulin aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Sans être dans la famille. Au Moyen-Âge, pareil, est-ce qu'on a des dynasties de meuniers? Est-ce que le statut de meunier est quelque chose de très reconnu? Parce que vous l'avez dit, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ces meuniers, et en plus ils sont voleurs pour compléter les fins de mois. Et je pense que dans la campagne, moi je les vois pas, les meuniers. Ils sont pas propriétaires, donc c'est des espèces de salariés de leur propre entreprise. Et donc ils ont rien de particulier. Très souvent, ce qu'on voit, c'est l'administration seigneuriale qui essaye de faire régner l'ordre autour du moulin. Pour la Normandie, il y a des problèmes. Par exemple, il y a quelques moulins qui sont des moulins banaux avec obligation pour les paysans du coin de moudre là. Et c'est très bien s'il n'y a pas un moulin à 5 km, mais si, comme c'est le cas dans à peu près tout l'ouest de la France, il y a 2-3 moulins par paroisse, par communauté, la concurrence, elle existe. Et à ce moment-là, la règle suivante, c'est si les paysans ont des chevaux, la bataille est perdue. Parce qu'un sergent à cheval ne rattrapera jamais un paysan à cheval, ou plutôt quand il le rattrapera, il n'y aura plus aucune trace d'un méfait qui a été commis. Donc là, on a des textes du XIVe siècle qui racontent ça, qui sont très intéressants, qui disent simplement que c'est un libre marché dans lequel les meuniers sont simplement des sortes d'artisans. Oui, des artisans. Sûrement considérés, mais pas plus que ça. C'est un peu la micro-histoire. On pense tout de suite à l'ouvrage de Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. Alors c'est un peu plus tard, c'est un meunier du XVIe siècle chez Ginzburg, mais c'est ça. C'est une existence dans une économie beaucoup plus vaste. Mathieu Arnoux, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Cité. Vous avez écrit Le temps des laboureurs, travail, ordre social et croissance en Europe des XIe au XIVe siècle. Les moulins jouent un rôle dans cette croissance. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là qu'ils ne sont pas essentiels par rapport à l'ampleur de la masse humaine occupée dans les champs partout. Mais malgré tout, cette marge est fondamentale pour comprendre la croissance. Oui, les moulins sont un dispositif qui, à travers toute l'Europe, va faire converger les pratiques dans un système technique qui est un système tout à fait bien contrôlé. Moi, j'avais été très très surpris en allant regarder, en partant très très loin de mes terres de l'ouest du royaume de France, en allant regarder des collections d'actes cisterciens en Hongrie ou en Saxe, de retrouver exactement les mêmes expressions, exactement les mêmes dispositifs, exactement les mêmes règles interdisant de construire à l'amont d'un moulin déjà existant, les mêmes types de règles sur l'émolument. Donc c'est une culture européenne et qui fabrique, c'est l'autre aspect très très frappant, ça fabrique du paysage. Le moulin est à l'évidence quelque chose qui est sur toute l'Europe, de l'Irlande jusqu'à la Roumanie. C'est un objet qui va de soi dans un paysage. On le voit parfaitement dans la peinture. Ah oui, dans la peinture, mais pas seulement dans la peinture, aussi dans la littérature. La chance conduit nos affaires mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés ? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commençons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants ? Où ça ? Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues. Allons donc, monsieur, ceux qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins.
Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Allons, mon bon Racine, à l'attaque. Évidemment, c'est Don Quichotte de Cervantes, la voix de Don Quichotte, c'est Bernard Ménez, c'est le feuilleton France Culture à retrouver sur le site France Culture, l'appli Radio France. Là, nous sommes au début du XVIIe siècle. Philippe Bruyère, tiens, Don Quichotte, quand il voit ces géants avec ses ailes, a-t-il face à lui une innovation qui le surprend? Est-ce que cette histoire des moulins à vent, c'est aussi, dans la continuité de ce qui s'est passé auparavant avec les moulins à eau, une accélération de l'économie? Oui, alors en Espagne, peut-être moins. Bon, là, ce qui se passe, c'est que, c'est pour ça que je faisais la différence avec les moulins agricoles, entre guillemets, ou en milieu rural, c'est que dans certains endroits, ils sont regroupés. Ils chassent en meute, en fait. Chassent en meute. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des moulins de drainage aux Pays-Bas. Il y en a pas un, il y en a 20 ou 30. Bon, et alors, c'est tout un système hyper compliqué parce que il relève que 1 mètre d'eau à chaque fois, donc il faut mettre. On relève dans un premier canal et après il y a une deuxième série de moulins qui vient prendre dans le deuxième canal, qui va monter en troisième canal, et dans le troisième canal, tout ça va aller à la mer quand c'est à marée basse et ainsi de suite. Les moulins à huile dans le nord, il y en a 450 au fin 18e. Il y en avait 800 à farine, donc enfin 780, bon passons. Donc c'est-à-dire, et autour de l'île, vous en aviez une centaine. Donc et qu'ils étaient ensemble, parce que donc ces moulins qui ont un autre usage que la farine, donc moins local, sont sur des marchés qui sont internationaux en fait. Les moulins à huile de Lille, ils achètent de la graine de colza, enfin il y a de la graine de colza qui vient de Riga et ils exportent à Marseille pour faire du savon. Je veux dire, et donc et à Paris pour faire de l'éclairage puisque c'est l'huile d'éclairage. Et donc là, il faut être nombreux. Donc c'est vrai que Don Quichotte, il voit une masse de moulins. Bon, et souvent ça impressionne plus les voyageurs que pour voir un moulin un peu comme une église dans les campagnes. Hein. C'est totalement différent. On ne peut pas dire que les moulins à vent ont supprimé les moulins à eau, ils coexistent. Non, ils coévoluent. Je voudrais attirer l'attention sur un type de moulin qui est tout à fait important, les forges à partir du milieu du XIIIe siècle en Italie et puis XIVe siècle progressivement partout en Europe. Ce qu'on appelle le haut fourneau est un fourneau à produire du métal, mais accompagné d'un dispositif de ventilation qui est un moulin. Alors pour ça, il faut un moulin à eau. Il faut pas n'importe quel moulin à eau. Assez régulièrement, des vrais sites de forges hydrauliques, elles sont équipées en backup, comme on dirait aujourd'hui, de 3 ou 4 étangs de retenue qui permettent d'assurer l'autonomie du haut fourneau, parce qu'on n'arrête pas un haut fourneau. Si on l'arrête, il va prendre en masse et on va perdre absolument toute la machine. Et à partir du fin 15e, 16e, on voit ces sites qui sont des sites très complexes parce qu'il faut éventuellement faire marcher 3 ou 4 roues en parallèle, parce qu'il faut marteler aussi. Et puis, le site est très exigeant parce qu'il faut une forêt juste à côté. Un haut fourneau, ça réclame, à partir du 16e, 1000 hectares de taillis par an, c'est-à-dire une forêt de 20 000 hectares. Donc là, on a quelque chose qui est très, 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 très exigeant en termes de paysage, qu'on a, par exemple, en Champagne, qu'on a dans les Pays de Loire, dans des endroits qui sont un peu déprimés d'un point de vue démographique. On peut avoir ces choses-là qui sont, dans lesquelles il y a, quand on est à partir du 16e, des fonderies, c'est-à-dire des choses qui permettent de faire des objets, jusqu'à 6 moulins ensemble. Il suffit d'aller voir la forge de Buffon à Montbard pour voir pour comprendre l'ampleur de en Bourgogne.
Et il y a cette histoire qui est une histoire de paradoxe, Philippe Bruyère. Vous avez publié La puissance du vent des moulins à vent aux éoliennes modernes. Et puis Rétrofutur. Le rétrofutur qui est là. Une autre histoire des machines à vent. Parce que ces moulins, vous l'avez dit, sont peu à peu abandonnés au XXe siècle. On les oublie, sauf avec l'éolienne pour produire de l'électricité, mais qui va servir à moudre, par exemple, à faire marcher une meule. Il y a une histoire, en fait, où le moulin, maintenant, sert à produire une autre énergie. Oui, en fait, donc au début même à la fin du 19e, l'électricité apparaît, mais le moulin à vent s'adapte difficilement à la production d'électricité. Il a des sautes d'humeur et il est très difficile à maîtriser pour une production régulière d'électricité, et d'autant plus qu'il faut un stockage d'énergie. Donc les premières expériences, vraiment sont importantes, se font au Danemark avec le professeur Lacour, qui diffuse un système municipal en fait de production d'électricité avec stockage d'énergie dans les batteries, et qui va se diffuser au moyen d'une association pour là l'éolienne est la propriété de la municipalité et elle vend l'énergie aux abonnés. Donc l'électricité, c'est quelque chose de difficile. Après, donc il émergent les grands réseaux électriques, et donc il va y avoir différentes expérimentations pour produire à des niveaux de puissance beaucoup plus importants. Et là, la technologie va se développer. Donc EDF en France va développer dans les années 50-60 des éoliennes jusqu'à 30-40 mètres de diamètre pour atteindre 1 mégawatt. C'est l'objectif, avec un objectif de fournir 50% en hydraulique, 50% en éolien. Bon, EDF sont des ingénieurs pour les chaussées, donc ils ont saturé l'hydraulique en fait à peu près. Ils ont fait les barrages de Tignes, de Serre-Ponçon, mais bon, c'est quand même un coût environnemental et sociétal important de faire ces stockages d'énergie et gravitaire. Et donc ils se disent ils ont créé une division du vent dans les années à la sortie de la guerre, juste après la nationalisation, et on travaille 20 ans là-dessus. Ce qui est quand même assez étonnant. Et donc, il y a une publication en 1953, montrant que, on pourrait faire 200 milliards de kilowattheures pour la France, 100 en éolien et 100 en hydraulique. Tout ça s'arrête. Bon, il y a le nucléaire apparaît, mais ça reprend après, parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise de l'énergie, ce qui est un peu la même situation, différent. Donc, le pétrole augmente, et ce qui est une crise de l'énergie, c'est une crise en fait de société, in fine, comme dirait Illich. Et là, rebelote, les grandes compagnies s'y remettent, font des très grandes machines. Donc on voit la NASA, on voit les Allemands avec MAN et tout ça faire des machines de 100 mètres de diamètre, qui vont pas avoir un grand succès, qui vont toutes être détruites. Et donc ça va repartir à partir d'artisans ruraux au Danemark d'ailleurs dans les années au début des années 1980, et qui vont partir d'une machine de 10 kW, donc une petite machine d'une dizaine de mètres de diamètre, fait par un forgeron qui va vendre sa licence, qui s'appelle HVK, qui va vendre sa licence à Vestas, qui est aujourd'hui numéro 1 mondial, et ils vont partir comme ça, doucement, et reprendre à zéro, et progresser pour atteindre des machines qui vont jusqu'à 150, 160 mètres de diamètre. Oui, parce qu'il y a cette double histoire qui est passionnante, en fait, cette histoire des énergies, alors venues du vent ou venues de l'eau, qui ont pendant des siècles, on l'a bien dit, transformer l'économie, transformer les paysages aussi. Et puis, au XXe siècle, elles servent à produire une autre énergie, l'électricité. C'est le cas de l'eau aussi, les usines marémotrices, il y a de ça. Alors, le paradoxe, c'est que le moulin à vent sert de backup pour le moulin à eau, parce que le moulin à eau a des intermittences, c'est-à-dire quand l'eau gèle, quand il y a plus d'eau, quand il y a une crue. Et puis, aujourd'hui, on se demande comment faire un backup sur les moulins à vent, sur les éoliennes. C'est un des grands débats autour du renouvelable. C'est peut-être à l'avenir, ça y est, on le sent, il est là. Regardez dans les travaux des historiens, vos travaux, Mathieu Arnoux, Philippe Bruyère, pour mieux savoir comment nos ancêtres ont utilisé ces énergies venues du vent, venues de l'eau. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment entrait-on dans la danse au XVIIIe siècle ? La recherche historique progresse souvent grâce à la découverte, dans les archives, de documents bizarres, insolites, dont on ignore au départ ce qu'ils vont nous apporter. Tel est le cas du carnet de danse rédigé par Jean Robert, maître de danse à Orléans, carnet que l'historienne Sylvie Granger a retrouvé au cours de ses recherches. Ce document a été le point de départ de son travail sur la danse récréative en France au XVIIIe siècle.
Alors que jusqu'ici, les historiens avaient privilégié les études sur l'histoire du ballet, c'est la contredanse qui est au centre de cette étude. La contredanse était une danse à figure, dans laquelle plusieurs couples se faisaient face, disposés en 2 colonnes ou en carré. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la contredanse connut un grand succès en France. Cet engouement s'explique surtout par des raisons sociales. Le développement de la bourgeoisie négociante dans les grandes villes du royaume a alimenté une vaste clientèle qui avait les moyens de payer des cours de danse et d'acheter des ouvrages spécialisés. La vie culturelle de Paris ou de Versailles a fait l'objet d'un grand nombre d'études, mais rares sont les travaux qui portent sur les espaces urbains provinciaux. Grâce aux notations chorégraphiques de contredanse qui figurent dans le carnet de Jean Robert, Sylvie Granger a pu montrer comment les modèles esthétiques nés le plus souvent dans la capitale se sont diffusés dans tout le royaume au siècle des Lumières. Les maîtres de danse apparaissent ainsi comme des acteurs importants dans la transmission des normes culturelles dominantes. Beaucoup d'entre eux évoluaient dans un cadre corporatif, comme c'était le cas pour la plupart des métiers à cette époque. Mais de nombreuses villes de province donnèrent aussi la possibilité à des outsiders, munis d'une simple autorisation de police, d'enseigner leur art. Les maîtres de danse étaient souvent aussi des musiciens, qui composaient ou enseignaient la musique. Cette pluriactivité leur permettait de lutter contre la précarité d'un métier soumis aux intermittences du désir de danse et de ses écoliers, comme le notait un document d'époque. Pour élargir leur public, les maîtres de danse proposaient presque tous des leçons à domicile. Annoncé par la voie de journaux ou d'affichettes, le nombre des bals d'intérieur privés et surtout semi-privés, les candidats devaient alors souscrire un abonnement, augmenta fortement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les maîtres de danse furent nombreux aussi à délocaliser leurs enseignements de la ville vers les villages durant la période estivale pour rester au plus près de leur clientèle. En animant les bals de province, ils contribuèrent au dynamisme de la sociabilité campagnarde et à la diffusion des modèles esthétiques parisiens, même si ceux-ci étaient adaptés et transformés pour tenir compte des réalités culturelles locales. Le carnet de danse apparaît ainsi comme un instrument essentiel grâce auquel les maîtres de danse ont pu transmettre leur art à des publics et dans des contextes très variés. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique d'Alia, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Violette Ruiz et Maïwen Guizou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.